Les années 90 ont dévoilé une vision sombre de l'avenir qui a terrifié les capteurs du monde entier. Alors que le grand public dévorait les préquels de Star Wars, des créateurs de science-fiction underground ont dressé des cauchemars si perturbants que les gouvernements les ont enfermés. Des décennies plus tard, ces visions interdites se sont enfin échappées de leur coffre, prêtes à voir ce qu'ils ne voulaient pas que vous regardiez. Le tout premier événement, Horizon 1997, un vaisseau spatial revient de l'enfer lui-même, provoquant une terreur cosmique et des images si brutales que les cadres des studios ont failli avoir une crise cardiaque. Event Horizon, du réalisateur Paul Anderson, n'était pas un simple thriller spatial. C'était une vision si dépravée que Paramount a exigé que près de 30 minutes de séquence soient détruites après que les spectateurs des projections test aient littéralement fui les salles en vomissant. L'histoire suit une équipe de sauvetage qui enquête sur un vaisseau disparu près de Neptune. Ce qu'ils trouvent n'est pas qu'un vaisseau, c'est un navire devenu cauchemar vivant. Après avoir franchi une porte dimensionnelle, la version originale montrait des hallucinations de l'équipage, incluant des mutilations graphiques et des actes perturbants, si lourds que les publics tests ne pouvaient les supporter, et des visions venues tout droit de l'enfer. Dans les coulisses, le chaos régnait. Anderson tournait selon un planning dur. Les dirigeants du studio devenaient vraiment assez horrifiés par les rushs. La MPAA attribua au montage soumis une cote NC-17, forçant des retouches. Paramount massacra le film, obtenant une version R confuse. Puis, geste qui exaspère encore les défenseurs du patrimoine, ils détruisirent littéralement les rushs excisés au lieu de les mettre à l'abri. Les critiques jugent la sortie théâtrale incohérente, ignorant qu'ils regardent une version amputée de la vision d'Anderson. Pourtant, avec le temps, des fans remarquent un véritable cauchemar caché dans les restes fragmentés encore aujourd'hui, et des restaurations partielles apparaissent sur les plateformes de streaming. Enfin, offrant des aperçus du voyage infernal d'Anderson que les studios ont désespérément tenté d'effacer de l'existence. Numéro 2, Starship Troopers 1997, un film de recrutement militaire qui était en réalité une satire antifasciste féroce. Et les spectateurs américains ont complètement raté la blague. Starship Troopers de Paul Verhoeven ressemblait à une action dépourvue d'esprit, mais sous sa surface se cachait l'un des films grand public les plus subversifs jamais sortis. Des capteurs du monde entier n'ont pas manqué le message et leurs ciseaux ont vite jailli. En suivant Johnny Rico, lycéen devenu soldat en première ligne dans la guerre humaine contre des insectes extraterrestres, le film imite délibérément l'esthétique de la propagande nazie. Le twist, les humains sont les véritables monstres. Les censeurs allemands signalèrent tant les parallèles nazis et demandèrent des coupes sur des scènes montrant des cérémonies militaires et des films de propagande qui imitaient trop leur sombre passé. Pendant ce temps, les marchés asiatiques hésitaient devant la violence explicite. Malaisie et Thaïlande l'interdirent pour Oven, toujours marqué par le tollé des showgirls. Il avait monté son casting avec mannequins et vedettes, créant un monde de fascistes pour accroître l'inconfort du public. Les dirigeants du studio, s'attendant à un film d'action, furent horrifiés par Verhoeven, mais n'empêchèrent pas sa sortie. Les critiques d'abord l'ont rangé comme une action banale, manquant le commentaire de Verhoeven sur le militarisme américain et la manipulation des médias. Roger Ebert qualifia cela de propagande d'une idéologie que je hais. Sans s'en rendre compte, c'était le propos de Verhoeven. Plus tard seulement, le public reconnut son génie. Une critique du fascisme déguisée en blockbuster grand public, un vrai cheval de Troie. Aujourd'hui, Streaming propose la version intégrale non coupée, montrant comment Verhoeven a vraiment instrumentalisé Hollywood contre elle. Numéro 3, Jour étrange, 1995, une vision brutale de l'effondrement sociétal situé dans l'année 1999, très futuriste. Strange Days, le film de Catherine Bigelow, n'a pas seulement dérangé les capteurs par sa violence, il les a terrifiés. Sorti 3 ans après les émeutes de Los Angeles, le film a touché des nerfs trop sensibles pour rassurer, et choquant pour le spectateur. Le film suit un ex-flic qui trafique des enregistrements Squid, une technologie illégale permettant de revivre les souvenirs d'autrui, mort. Lorsqu'il reçoit l'enregistrement d'une agression, il tombe dans une conspiration impliquant des flics corrompus et la violence raciale. La représentation sans concession du meurtre d'un homme noir par la police était trop crue. Certains pays ont exigé des coupes ou refusé la diffusion.
Dans les coulisses, la production était chaotique. Le scénario de James Cameron a subi de multiples réécritures, tandis que les dirigeants du studio paniquaient face à sa représentation des forces de l'ordre. La MPAA lui a initialement attribué une classification NC-17, citant la séquence d'ouverture du film où les spectateurs vivent un braquage et une mort du point de vue de la première personne. Même après les coupes, plusieurs chaînes de cinéma ont refusé de projeter le film, craignant qu'il n'incite à la violence. Les critiques étaient divisées. Certains louaient son commentaire social sans peur, d'autres le condamnaient, sa brutalité sans concession. Le film a fait flop sur le plan commercial, en partie parce que les distributeurs l'ont enterré, craignant sa représentation de Los Angeles et que les flammes pourraient déclencher une violence réelle aujourd'hui. Strange Days est enfin disponible, version non censurée, et les spectateurs sont ébahis par sa précision. Tout ce qui a été prédit, des caméras de police à l'appétit du public pour la violence comme divertissement. Ce qui était jugé trop extrême semble désormais prophétique et inconfortable. Numéro 4, Crash NG96. Des personnes ayant des rencontres intimes avec des accidents de voiture. L'adaptation par Cronenberg du roman de Ballard n'a pas seulement repoussé les frontières, elle les a détruites. Crash est devenu le premier grand film interdit au Royaume-Uni, malgré les prix à Cannes. Des capteurs affirment que le film priverait et corromprait le public par sa représentation du désir mécanisé. Il suit un producteur, après un accident, qui découvre une sous-culture de survivants s'excitant à la vue des accidents et de leurs blessures. Le conseil municipal de Westminster interdit le film dans tous les cinémas du centre de Londres, tandis que Alexander Walker l'a qualifié d'outre la dépravation. Ted Turner a tenté d'empêcher sa sortie aux États-Unis. Malgré les droits de distribution détenus par sa société, Cronenberg refusa toute coupe et fit face aux censeurs. La MPAA, lui, attribua une classification NC-17, limitant sa diffusion. Des pays comme la Norvège et l'Australie censurèrent des scènes de crash, de fétichisme et de handicap. Dans les coulisses, le casting souffrit d'une vraie pression psychologique. Spader révéla plus tard qu'il ne pouvait pas conduire normalement après le tournage. Les critiques furent divisées violemment. Martin Scorsese dit que c'est un chef-d'œuvre, alors que d'autres le qualifient de saleté dangereuse. La controverse a empêché le public de juger, car beaucoup de cinémas refusent de projeter le film, même là où la loi le permet. Les plateformes de streaming actuelles offrent enfin la version non coupée, révélant une méditation sur l'effet de la technologie sur l'intimité humaine, plus pertinente que jamais sur nos écrans. Monde obsédé, numéro 5, ZX599. Des jeux vidéo qui se branchent dans votre colonne vertébrale brouillent la réalité et le fantasme jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qui est réel. L'existence de Cronenberg dans Z fut la panique Iwudyuka, manifestée en horreur du corps, capteurs mondiaux paniquèrent, des pays comme la Chine et la Malaisie interdirent carrément, tandis que d'autres réclamaient des coupes. À l'image des manettes et des scènes biopores, l'histoire suit Allegra Geller, conceptrice d'un jeu révolutionnaire de réalité virtuelle accessible via des biopores, installés à la base de la colonne vertébrale des joueurs lorsque des extrémistes anti-jeux tentent de l'assassiner. Elle prend la fuite avec une stagiaire en marketing, plongeant plus profondément dans les couches de la réalité du jeu jusqu'à ce que ni elle ni le public ne puissent distinguer ce qui est réel. La fusion du film entre technologie et chair s'est avérée très perturbante pour de nombreux comités de censure dans le monde. Cronenberg conçut des contrôleurs de jeux organiques imitant des organes humains, évoquant des liens très inconfortables entre technologie et biologie. La violence du film, une scène où une arme d'os et de cartilage tire des dents humaines, déclencha vraiment la censure. Les capteurs japonais réclamaient des coupes dans les biopores, évoquant des orifices corporels. Les autorités allemandes exigeaient retouches sur les séquences violentes. La narration déroutante montrait les avertissements sur l'addiction à la réalité virtuelle. Des spectateurs qui s'attendaient à un thriller de science-fiction classique ont reçu à la place un cauchemar philosophique sur la réalité elle-même. Aujourd'hui, alors que la réalité virtuelle progresse vite, Z est dispo en version non censurée sur plusieurs plateformes, se montrant prophétique plutôt que choquant. Le regarder maintenant ressemble moins à du divertissement et davantage à un avertissement.
Nous aurions dû attribuer une cote 6 à Total Recall 1990. Des implants de mémoire, des extraterrestres à trois seins et une violence si extrême que Paul Verhoeven a dû soumettre le film à la MPAA 12 fois avant d'obtenir une cote R. Total Recall n'était pas seulement de la science-fiction, c'était une attaque contre les sensibilités sensorielles, enveloppée dans un blockbuster d'Arnold Schwarzenegger. L'histoire suit Douglas Quah, ouvrier du bâtiment qui découvre que son identité pourrait être des souvenirs implantés et il est envoyé dans une mission vers Mars qui brouille la frontière entre réalité et illusion. La version originale montrait une violence frappante qui horrifiait les capteurs. Tirs prolongés dans un ascenseur, corps déchirés, membres tranchés par des barrières de métro et des yeux sortant de leurs orbites à la décompression sur Mars. Verho a combattu sans relâche la MPAA, rognant à contre-cœur des plans de sang et de gore. À chaque soumission, les censeurs internationaux étaient encore bien plus sévères. La BBFC du Royaume-Uni exige 16 coupes. L'Allemagne exigea des coupes dans la violence et quelques pays d'Asie l'interdirent. Dans les coulisses, Schwarzenegger a pressé les dirigeants pour préserver la vision de Hogan. En affirmant que la violence extrême était nécessaire à l'impact du film, malgré les coupes, le film devint un grand succès, rapportant plus de 261 millions de dollars dans le monde. Les critiques ont salué son récit qui défie l'esprit, mais les avis sur la violence furent de le partager. Certains le trouvaient gratuite, d'autres le voyaient comme essentiel au thème du film sur la réalité et l'illusion. Aujourd'hui, les plateformes de streaming proposent de la version non censurée qui rétablit la vision originale de Verhoeven et montre jusqu'où tout a été sacrifié pour satisfaire les censeurs. L'ironie. Un film sur la mémoire et sa manipulation a été manipulé par les souvenirs du public de ce qu'ils ont vu, devenant peu fiable comme quoi. Numéro 7. Johnny Mnemonic, 1995. Keanu Reeves porte des données d'entreprise dans son cerveau, affrontant des géants pharmaceutiques et des prédicateurs militants. Johnny Mnemonic n'était pas qu'un simple spectacle cyberpunk. C'était l'avertissement de Gibson sur le contrôle des entreprises, présenté comme un thriller SF. Et plusieurs pays ont reconnu la menace sur leur pouvoir tirée de la nouvelle de Gibson. Le film suit un porteur mnémotechnique qui porte des données sensibles dans un implant cérébral et découvre qu'il porte le remède d'une maladie globale que des entreprises cachent pour en tirer profit. La Chine l'a interdit purement et simplement pour sa représentation de la corruption des entreprises et de la rébellion technologique. Tandis que Singapour exigeait des coupes dans les scènes montrant la résistance anti-entreprise en Malaisie, le film a été fortement censuré pour sa représentation d'un mouvement clandestin et de critiques religieuses. Dans les coulisses, la production était chaotique. Le scénario de Gibson fut coupé brutalement par le studio qui voulait plus d'action et moins de philosophie. Robert Longo faisait ses débuts. Après une carrière dans les arts visuels, il s'opposait aux producteurs sur la vision du film. La version japonaise contenait plus le script original de Gibson et dura 10 minutes de plus que la version américaine. Les critiques déchirent de la coupe américaine, la jugeant incohérente ou le ignorant qu'il regardait vraiment une version amputée de la vision de Gibson. Le public, en attendant l'action simple, reçoit en fait une pensée cyberpunk. Le film échoue, mais attire un culte. Des copies piratées de la version japonaise circulent chez les fans de Gibson, bien sûr. Aujourd'hui, les services de streaming diffusent la version nippone et révèlent une critique plus aiguë du contrôle des sociétés et de l'addiction à la technologie que les capteurs et les studios avaient en cherché à terre. Numéro 8, Lawnmower Man, 1992. La réalité virtuelle transforme un jardinier en dieu numérique vengeur. Et des capteurs du monde pensaient que l'imagerie hallucinée du film pourrait changer l'esprit du public, comme le Lawnmower Man a été censuré, non pour sa violence, mais pour ses séquences de camps de réalité virtuelle psychédélique que les autorités craignaient pourraient imiter des expériences liées à la drogue. Le film suit le docteur Lawrence Angelo utilise une thérapie virtuelle expérimentale pour accroître l'intelligence de Job Smith, un jardinier handicapé. À mesure que l'esprit de Job progresse, il obtient des pouvoirs télékinétiques et envisage de diffuser sa conscience dans les réseaux numériques du monde. Plusieurs pays, dont la Corée du Sud et la Malaisie, censurent fortement les séquences de réalité virtuelle. Craignant des crises d'épilepsie ou des expériences hallucinogènes dans les coulisses, le film n'avait rien à voir avec la nouvelle de Stephen King.
Bien que son nom figure dans le marketing, King obtint le retrait de son nom du titre. Les effets CGI révolutionnaires pour l'époque ont presque absorbé la moitié du budget du film, provoquant une tension constante entre le réalisateur Brett Leonard et les dirigeants du studio qui souhaitaient une action de science-fiction plus conventionnelle. La MPAA leur a d'abord attribué une classification R, imposant des coupes dans les séquences de réalité virtuelle et dans les scènes où le personnage de Pierce Brosnan consommait des drogues pour amplifier son expérience en réalité virtuelle. Les critiques étaient divisées. Certains louaient l'innovation visuelle, d'autres contestaient de sa prémisse pseudo-scientifique. Aujourd'hui, la version du réalisateur est disponible non coupée sur les plateformes de streaming, restaurant 38 minutes de séquences, y compris des séquences de réalité virtuelle prolongée que les dirigeants du studio craignaient d'être trop intenses pour le public des salles. Aujourd'hui, c'est moins choquant que prophétique. Un avertissement sur le potentiel de la techno a transformé la conscience humaine. Cela est arrivé des décennies avant la révolution actuelle de la réalité virtuelle. Numéro 9, Naked Lunch, 1991, des machines à écrire qui se transforment en insectes géants, des rectums parlants et des hallucinations, si étranges que plusieurs pays l'ont interdit carrément. L'adaptation de David Cronenberg du roman inadapté de William Burroughs. Ce n'était pas seulement tout à fait étrange, c'était une attaque contre la narration conventionnelle et contre la censure. Le film suit Bill Lee, tueur, qui tue sa femme et s'évade dans un royaume halluciné, nommé Interzone, où il rencontre des créatures étranges et reçoit des missions d'écriture d'entités mystérieuses. La Corée du Sud l'a interdit. L'Australie et Singapour veulent si d'importantes coupes dans les effets des monstres étranges et les scènes de drogue. Le BBFC britannique a exigé des coupes avant le certificat 18. Cronenberg. Savoir qu'une adaptation directe du roman non linéaire de Burroughs était impossible. À la place, il a créé une méta-narration mêlant la vie de Burroughs et sa fiction. Le film brouille réalité et hallucination, rendant le repérage du contenu jugé répréhensible presque impossible. Comment censurer les exigences d'une machine insecte parlante vraiment? L'équipe de production a utilisé des effets pratiques, pas CGI, et conçu des créatures perturbantes qui déclenchent les capteurs, suscitant des inquiétudes sur des dangers pouvant perturber le public. Les critiques étaient très divisées. Certains l'ont vraiment trouvé brillant, d'autres l'ont jugé incompréhensible. Jane Sisko est sortie d'une projection, le public était tout aussi perplexe et le film a été un échec commercial. Avec le temps, il a gagné un culte, surtout chez les écrivains et les artistes qui aiment le processus créatif. Aujourd'hui, les plateformes de streaming offrent la version non censurée qui révèle la vision complète de Cronenberg sur l'addiction, la créativité et la frontière entre réalité et illusion. Une ligne que même les capteurs eux-mêmes ne pouvaient pas identifier clairement. Numéro 10, Dark City, 1998, manipulation de mémoire, réalité, reformée nocturne et des corps humains modifiés par des aliens pâles. Alex Proyas's Dark City n'était pas seulement un thriller noir qui chamboule l'esprit. C'était un cauchemar dont les implications effrayent les capteurs et pourraient déstabiliser la réalité des spectateurs. Le film a été censuré partout, non pour son contenu explicite, mais pour ses implications sur l'identité. L'histoire suit John Murdoch, qui s'éveille amnésique et découvre qu'il est recherché pour meurtre dans une ville où la nuit dure sans fin. En enquêtant, il découvre une vérité vraiment plus lourde que tout crime. Des extraterrestres pâles, appelés étrangers, figent le temps à minuit pour remodeler la ville et implanter des souvenirs chez leurs habitants. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont censuré le film, surtout des scènes montrant que l'étranger peut changer la réalité et la mémoire humaine, ce qui va à l'encontre des croyances. Dans les coulisses, New Line Cinema a paniqué après des projections de tests précoces, déconcertant le public. Ils ont forcé Paya à ajouter une narration d'ouverture qui expliquait que, cela dévoilait l'intrigue centrale du film avant même qu'il ne commence. Les censeurs européens ont exigé des coupes de scènes montrant les étrangers injectant des souvenirs et modifiant des corps humains. Alors que des groupes religieux protestaient à ces thèmes anti-religieux et demandaient des boycotts, Roger Ebert le qualifiait comme l'un des meilleurs films jamais faits. Tandis que de nombreux critiques grand public le trouvaient déroutant et dérivé, sortant un an avant Matrix. L'échec commercial du film venait de la mauvaise gestion du studio et de la censure qui rendait son intrigue incohérente sur bien des marchés. Aujourd'hui, la version du réalisateur est disponible en streaming sans coupe.
En supprimant la narration spoiler et rétablissant la poya, c'est vraiment tout à fait une vision complète, un cauchemar sur l'identité, trop complexe à comprendre et même à réguler. Numéro 11, Matériel 1990. Un robot militaire autoréparateur massacre des habitants d'appartements dans un avenir irradié. Le matériel de Richard Stanley n'a pas seulement franchi les frontières, il les a martelés au son d'une musique industrielle puissante. Le film fut refusé en Australie et classé X aux États-Unis. Des coupes l'ont rendu plus acceptable pour des capteurs installés dans un futur post-apocalyptique. Le film suit Moïse, un ramasseur qui ramène chez lui des pièces de robots s'assemblant pour former le prototype militaire AR-13A destiné à éliminer la vie humaine. Version originale comprenait des scènes de mort longues qui horrifiaient les capteurs, dont le voisin empalé par la bouche, et un meurtre dans la douche mêlant nudité et violence. La MPAA exigeait des coupes pour obtenir une classification R. Les censeurs britanniques réclamaient près de 2 minutes de montage. Stanley réalisait son premier film et luttait avec distributeurs et censeurs. La prod était chaotique, contraintes budgétaires et effets robotiques demandèrent des solutions. Ajoutant à la controverse, les réalisateurs furent poursuivis par 2000 AD pour plagiat d'une nouvelle intitulée Shock, A Case. Ils réglèrent à l'amiable. Les critiques furent divisées, certains louaient le style, d'autres le jugeaient exploitatif. Le film gagna une popularité culte parce que la censure rendait la version non censurée rare et prisée. Aujourd'hui, la version complète est disponible sur des plateformes de streaming, révélant la vision de Stanley sur l'horreur technologique. L'Ironie, un film sur la technologie militaire autour d'Amuk, a été victime de systèmes conçus pour maîtriser ce que le public voyait. Un commentaire sur le contrôle que Stanley aurait apprécié s'il luttait contre lui. Numéro 12, Tetsuo Desu, Body Hammer, année 1992. Le corps d'un homme d'affaires devient un hybride métallique grotesque, des armes jaillissant de ses membres. Tsukamoto Tetsuo 2. Body Hammer n'a pas seulement perturbé les capteurs, il a vraiment fondamentalement remis en question ce qui constitue un film. Le film a été interdit en Malaisie, à Singapour, et fortement censuré dans toute l'Europe pour sa fusion de chair et de métal. En suivant un employé, dont la rage déclenche une morphose effroyable et fait naître une créature métallique. Le film abandonne le récit classique au profit d'un martelage surréaliste d'images et de sons industriels. Les censeurs allemands exigèrent d'importantes coupes dans les scènes où le métal pénètre la chair humaine. Pendant que les autorités britanniques exigeaient des coupures dans les passages où les corps se transforment violemment, l'Australie refusait toute classification et bannissait le film. Sakamoto, avec un budget maigre, tourna en noir et blanc, à contraste fort. Effets de stop-motion saccadés rendèrent les transformations plus perturbantes que le gore. La bande-son industrielle, implacable, et un montage stroboscopique déclenchèrent des avertissements d'épilepsie et compliquèrent les capteurs. En coulisses, les acteurs endurèrent des transformations physiques lourdes avec des prothèses métalliques lourdes fixées sur leur peau. Pendant les tournages, les critiques furent polarisées. Certains l'ont qualifié de cyberpunk visionnaire, d'autres le jugent d'horreur corporelle incohérente. Le public occidental, peu familier du cyberpunk japonais, manque souvent ses thèmes sur l'industrialisation et l'humanité. Pendant des années, seules des versions fortement éditées étaient disponibles hors du Japon aujourd'hui. Des services de streaming proposent la version complète et non coupée, révélant la vision de l'humanité par SIA Motors, fusionnant avec la technologie. Une transformation que les capteurs eux-mêmes ne purent ni classer ni contrôler. Numéro 13, Demolition Man, 1993, futur dystopique où violence, jurons et mauvais comportements sont interdits. Le film d'action SF de Stallone n'était pas qu'un divertissement. C'était une attaque directe contre la censure. Et, ironie du sort, il devint victime de la censure qu'il ridiculisait. Plusieurs pays ont fortement édité le film. Leurs actions prouvent de bien tout son propos. Énoncé en 2032. Le film suit un policier et un criminel de 1996, décongelés d'une prison cryogénique, qui découvrent une société utopique où tout ce qui peut être nuisible est interdit, du sel au langage. La Chine l'a interdit pour son pouvoir autoritaire déguisé en utopie,
Singapour l'a censuré, surtout ses scènes d'action et son dialogue satirique. Même aux États-Unis, les diffusions TV suppriment violence et commentaires politiques. Dans les coulisses, le script a subi des réécritures et les dirigeants du studio redoutaient son message politique. Le script montrait un futur sombre où les citoyens pacifiés furent secrètement prélevés pour leurs organes. Le réalisateur Marco Brambilla s'est battu pour préserver la satire sous l'action, Stallone voulant des gestes héroïques classiques. La tension qui en a résulté donna un film sur plusieurs niveaux. Les critiques l'ont surtout vu comme un véhicule Stallone, manquant son avis sur la culture aseptisée et la censure. Le public a aimé l'action, mais a négligé la satire. Le film a bien fonctionné sur le plan commercial, malgré les coupes, rapportant 159 millions de dollars dans le monde. Les plateformes de streaming offrent la version sans coupe qui rend l'action et le dialogue satirique que des censeurs ont retiré. L'ultime ironie, un film qui avertissait contre une culture édulcorée a été lui-même édulcoré par des autorités du monde entier, validant sa thèse centrale en temps réel. Espèce numéro 14, 1995. Alien, l'ADN crée une belle femme qui séduit et tue des hommes tout en cherchant un partenaire. Spécie de Roger Donaldson n'était pas seulement un film d'horreur de science-fiction, c'était une histoire de prédateurs dont les rôles de genre étaient inversés. Et des capteurs du monde entier ont jugé qu'elle était trop sexuellement chargée et violente pour être confortable. Le film a été censuré dans de nombreux pays et interdit aussi ailleurs. L'intrigue suit des savants qui reçoivent une transmission alien contenant des instructions d'ADN qu'ils combinent avec l'ADN humain pour créer des cils. Un hybride femelle qui s'évade de son confinement et mûrit vite pour être une belle femme dotée de capacités mortelles. La coupe originale présentait des scènes explicites de transformation avec le personnage de Natasha Heinrich qui basculait violemment entre des formes humaines et des formes d'extraterrestres. Lors de rencontres intimes, la Malaisie et Singapour ont purement et simplement interdit, tandis que l'Inde réclamait d'importantes coupes tant dans les scènes violentes que dans les scènes d'intimité. H.R. Geiger, célèbre pour avoir conçu le xénomorphe dans Alien, créa la forme alien de Sils, lui donnant des caractéristiques sexuellement marquées qui ont immédiatement suscité des inquiétudes quant à la censure. La MPAA, lui, a initialement attribué une classification NC-17, forçant de multiples révisions pour obtenir une classification R. Dans les coulisses, les dirigeants de MGM poussaient l'eau sans relâche pour des scènes plus intimes, tout en réclamant des coupes dans la violence, ce qui créait un processus de production contradictoire. Les critiques l'ont rejeté comme exploitation, déguisée en science-fiction. Alors que les réponses du public étaient suffisamment fortes pour engendrer 3 suites, le film a rapporté plus de 113 millions de dollars dans le monde malgré la censure. Aujourd'hui, la version du réalisateur est disponible sur des plateformes de streaming spécialisées, restaurant léger, les conceptions complètes des créatures et les séquences de transformation plus explicites. Ce que les capteurs craignaient le plus n'était pas seulement la violence ou le contenu intime pris individuellement, mais leur combinaison délibérée. Une prédatrice qui a instrumentalisé sa sexualité de façon qui inversait les dynamiques de genre traditionnelles. Dans l'horreur numéro 15, Cube 1997. Des inconnus se réveillant dans un labyrinthe mortel sans explication sur leur présence ou comment s'échapper. Le Cube de Vincenzo Natalia n'était pas qu'un simple film d'horreur bon marché. C'était un cauchemar philosophique que les censeurs redoutaient de pouvoir inspirer une violence réelle. Plusieurs pays ont coupé ces pièges. D'autres l'ont carrément omis, manquant sa critique de la bureaucratie et de l'autorité. Le film suit 6 inconnus qui s'éveillent dans des chambres cubiques reliées, abritant des pièges mortels sans mémoire de leur arrivée. En traversant ce labyrinthe, ils découvrent que chacun possède des compétences pour les aider à s'échapper, même si la paranoïa les déchire. L'Allemagne et la Malaisie ont censuré les scènes de mort, notamment celles où un personnage est découpé en cubes par une grille. Alors que Singapour l'avait initialement entièrement interdit, le tournage a été réalisé avec un budget extrêmement maigre de seulement 365 000 dollars. Nathalie n'a créé qu'un seul décor de pièces cubiques, qui a été rééclairé et réaménagé pour représenter différentes chambres. La Canadian Film Development Corporation a d'abord rechigné à financer Scripps Violence et n'a accepté de le faire qu'après que Nathalie les ait convaincus de ses fondements philosophiques. Dans les coulisses, des experts en maths furent engagés pour créer le système de nombres de navigation qui guide l'énigme du film. Les critiques furent divisées. Certains louaient l'inventivité, d'autres condamnaient nihilisme et violence. Le film connut un succès modeste en salle, puis devint culte sur DVD.
produire de suite dans un remake japonais aujourd'hui. La version non censurée circule sur des plateformes révélant la vision complète de Nathalie sur des humains piégés dans des systèmes qu'ils ne comprennent ni ne contrôlent. La censure est devenue un commentaire méta sur les thèmes du film et sur les bureaucrates qui décident de ce que les gens peuvent voir dès maintenant. Les années 1990 n'ont pas offert de simples visions du futur, elles ont livré des prophéties brutales où chair et technologie se mêlent et où la réalité virtuelle prend forme, et cela nous hante encore. Ces films n'ont pas seulement repoussé les limites, ils les ont brisées. Laquelle de ces visions interdites vous dérange le plus ? Et alors que la technologie d'aujourd'hui rattrape vite ces éléments, autrefois cauchemars fictifs qui n'étaient que des capteurs protégeant ou retardant les avertissements, nous avions besoin d'entendre. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.